Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être connectés ce matin. On est très heureux de vous accueillir pour le webinaire qui va parler de Purple Town, donc un jeu vidéo qu'on a conçu au CRIF de France sur le marketing de l'alcool et du cannabis. Je vous rappelle que c'est le défi de janvier actuellement, donc c'est l'occasion de ce webinaire où on va notamment parler effectivement de l'alcool et de la prévention qui peut être fait sur ce produit. Voilà, on va commencer par les présentations. Je laisse la parole. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire. Je suis Tristan Amonière, je suis psychologue clinicien et ici, j'interviens en tant que chercheur en psychologie. Je suis chercheur au centre de deux laboratoires à Paris, le LPPS de l'Université Paris-Cité et le CLIPSID à l'Université Paris-Nanterre. Et donc, j'ai participé au développement et à l'évaluation de ce programme qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci. Et donc moi, je suis Jean-Baptiste Lusignan, responsable santé jeunesse et public prioritaire au CRIPS Île-de-France. Et donc ça me permet par la même occasion de vous parler très rapidement du CRIPS Île-de-France. On est une association qui existe depuis un peu plus de 35 ans, de prévention, au départ sur le VIH/SIDA, mais depuis assez longtemps sur la question des drogues, la santé sexuelle au sens large, et puis des thématiques plus transversales, la santé mentale et la lutte contre certaines discriminations. Et on conçoit des outils, des jeux, des présentations, des formations sur un certain nombre de nos thématiques. Voilà. Alors, on vous propose le sommaire pour ce matin. Donc, on va vous présenter un jeu qui s'appelle Purple Town, un jeu vidéo sur mobile. On va vous en parler en deuxième partie. Mais avant de vous parler de ça, on va vous parler de la genèse du projet, puisque Purple Town fait partie d'un projet plus large qui s'appelle Changer notre regard sur les addictions, ou Changeons notre regard sur les addictions. Et puis, en troisième partie, on vous fera découvrir le jeu vidéo. Et ce qui est important, tout au long de la présentation, notamment Tristan a mené toute l'étude sur l'impact du programme et du jeu. C'est un programme qui a duré 3 ans et donc on va aussi vous partager un certain nombre de résultats puisqu'on est plutôt sur la fin et on a les grandes conclusions apparaître dans quelques mois, mais globalement on peut déjà vous donner beaucoup de résultats sur cette façon un peu différente de faire de la prévention. Ouais, J'ai rien merci. oublié. Alors, on commence tout de suite et on commence par une interaction. On lance une petite question de quiz pour contextualiser les choses. Donc, je vous affiche le quiz et vous allez pouvoir répondre directement. Voilà, ça s'affiche. Et je vous propose de répondre d'abord à la première question. Donc, d'après vous, combien de jeunes de 17 ans, donc à 17 ans, à l'âge de 17 ans, ont expérimenté l'alcool en 2022? Vous avez le choix entre quatre réponses. Est-ce que c'est 32% des jeunes de 17 ans, 57%, 81% ou 96%, sachant que 2022 sont les chiffres les plus récents. Je vous laisse un temps de répondre et puis je vous affiche la deuxième question à laquelle vous pouvez déjà répondre normalement. Je vous affiche la deuxième et qui est globalement la même question mais à propos du cannabis. Donc d'après vous, combien de jeunes de 17 ans ont expérimenté le cannabis en 2022? Est-ce que c'est 5, 10, 20 ou 30% des jeunes? L'alcool et le cannabis. Vous avez des réponses? Alors, je vous réaffiche la première. Et donc, pour la première, toutes les personnes qui ont dit, attention, roulement de tambour, 81%. C'est la bonne réponse. Effectivement, on est sur des chiffres de l'OFDT, donc l'Office français des drogues et toxicomanie, qui fait une étude. Alors, pourquoi à 17 ans? Parce que l'étude est faite au moment de la journée d'appel citoyenne, de préparation citoyenne. Et donc, dans les différents tests qui sont faits à ce moment-là, il y a quelques questions qui sont posées sur les expérimentations de drogue. Et donc, l'expérimentation, c'est une consommation dans l'année.
pas forcément massive ou répétée, mais voilà, on a donc globalement plus de 4 jeunes sur 5 qui ont expérimenté l'alcool. Et pour le cannabis, c'est moins, mais on reste sur des chiffres assez élevés puisqu'on est à 30%, donc à peu près un jeune sur 3. Donc ça va me permettre de vous parler du contexte. Bravo aux personnes qui ont bien répondu. Donc 30% pour le cannabis, 80% pour l'alcool. Et donc, je vous parle un petit peu du contexte parce que c'est ce qui a initié le projet et ce qui nous a fait avoir envie en 2020 de se lancer sur cet autre projet et de parler des stratégies marketing. Mais vous allez voir, c'est que en France, on est un pays où il y a un certain nombre de consommations qui sont assez courantes. Et c'est pour ça qu'on parle notamment de l'alcool. Puisque, comme vous l'avez vu, on est sur une très grande majorité de jeunes pas encore majeurs, alors que l'alcool normalement est accessible que aux majeurs légalement, parce que c'est à partir de 18 ans, qui ont consommé. Et si vous regardez donc un autre chiffre, on est quand même à 7% des jeunes qui consomment de l'alcool au moins 10 fois par mois en 2022. Donc c'est un chiffre assez important, c'est-à-dire des jeunes qui, c'est plus qu'une consommation tous les week-ends en soirée. Mais c'est un chiffre qui est assez positif aussi, puisque quand on compare au chiffre de 2018, il y a une baisse assez forte de la consommation, on va dire régulière ou très régulière, puisqu'on était à 16,7%, donc on a divisé par deux. Sur les expérimentations, donc des personnes qui testent l'alcool, il n'y a pas vraiment de baisse. Par contre, sur la consommation régulière, oui. Et vous avez le chiffre à côté, on parle, alors souvent on entend parler de binge drinking. En santé publique, on parle plutôt d'alcoolisation ponctuelle importante, les API. Et on est à un tiers des jeunes de 17 ans qui ont connu une alcoolisation importante comme ça, ponctuelle, sur un mois en 2022. Enfin, au cours du mois, donc au moins une. Donc, c'est des chiffres qui sont à la fois rassurants, on voit que ça va plutôt dans le bon sens sur la consommation régulière, les risques liés à l'alcoolisme ou la consommation importante, mais qui restent très très élevés. Et sur le cannabis, on est à, donc vous l'avez vu juste avant, un jeune sur trois à peu près qui ont expérimenté au cours de l'année, mais seulement, on va dire, 4% des jeunes qui consomment 10 fois ou plus dans le mois. Donc c'est des consommations qui sont assez inférieures à l'alcool. Et surtout, ce qu'on vous a mis en dessous et qui est assez marquant, c'est que l'expérimentation de cannabis a beaucoup baissé, puisque comme je vous disais, on est à 30% en 2022. On était à quasiment un jeune sur deux en 2014, donc il y a une dizaine d'années, puisque c'était 47,8%. Ce qui veut dire qu'en France, on reste un pays très expérimentateur de cannabis, notamment chez les jeunes, mais moins qu'il y a 10 ans, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre. Et la raison principale de ces chiffres et de ces plutôt bons chiffres en termes de santé publique, c'est l'impact réel et mesuré du coup des campagnes de prévention et des politiques publiques qui ont été mises en place de limiter l'accès aux produits, que ce soit l'alcool. On parle pas ici du tabac, mais on pourrait dire la même chose sur le tabac. Donc les produits légaux dans le champ des drogues ou aussi les produits illégaux, le cannabis, les politiques de prévention, d'éducation, d'information, de contrôle aussi, même si, et ça on en entend parfois parler, on pourrait estimer que pour une drogue illégale, c'est le contrôle policier qui va limiter la consommation. C'est pas forcément vrai pour le cannabis, et pour ça, je vous montre une deuxième page où vous voyez que en France, on est sur des chiffres assez différents par rapport à l'Union européenne ou par rapport à des pays comparables comme par exemple les États-Unis et le Canada. Notamment, si je vous montre donc le deuxième chiffre, 44,8% des Français de 15-64 ans ont déjà consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Ça fait 18 millions de personnes. Et en proportion de la population, on est au-dessus du Danemark, on est au-dessus de l'Espagne, on est au-dessus de l'Italie. On est globalement en Europe au-dessus de tous les autres pays européens et notamment des pays qui ont soit dépénalisé, soit légalisé le cannabis. Donc on est un pays qui interdit la consommation, mais qui a quand même une expérimentation et parfois une consommation au cours de la vie. Donc ça veut dire que quelque part dans leur vie, les personnes ont consommé.
Donc c'est un produit qui reste assez répandu et on met souvent en rapport, et c'est pour ça que dans ce projet, on parle de ces deux produits-là avec l'alcool, parce que, comme vous le savez, on est un pays où l'alcool est assez culturel en France. Si vous regardez le premier chiffre, on est quasiment à 12 litres d'alcool pur. Donc je vous rappelle que quand on boit une bière ou un vin, on ne boit pas que de l'alcool pur. Même quand on boit un alcool fort, il est à moitié pur pour un alcool très dosé. Donc 12 litres d'alcool pur par personne et par an en France, c'est beaucoup d'alcool. Et quand on compare par exemple au Canada ou aux États-Unis qui sont autour de 8 litres, 8 litres et demi, on est quand même sur un chiffre assez élevé. On n'est pas les champions du monde de la consommation d'alcool, mais on est très haut. Ça veut dire qu'il y a une vraie culture de la consommation de certains produits en France et une certaine tolérance, on va dire, culturelle, et notamment, comme vous allez voir après, quand on va vous parler du projet, sur tout ce qui est la promotion des produits, notamment sur l'alcool, que ça soit la publicité, la culture qui va avec, etc. Et qui peut avoir un impact aussi sur la consommation des autres produits, puisque, comme vous allez le voir, sur le cannabis, on retrouve des ressorts qui sont assez proches. Donc nous, on a voulu enfin, attends, je fais une petite pause. Tristan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose déjà par rapport à ces Non, chiffres? je pense que c'est assez complet. Oui, peut-être dire qu'effectivement, on est un des pays d'Europe, notamment chez les jeunes, pour le cannabis, qui consomment le plus. On peut le mettre en rapport effectivement avec nos politiques autour des interdictions ou pas, et de voir que c'est pas toujours lié. Donc oui, oui, je pense que ça reste un sujet de santé publique important, malgré le fait qu'on a de bons résultats autour des résultats des campagnes de prévention. Alors justement, la prévention, nous, c'est ce qu'on fait au CRIPS régulièrement. On mène des projets, et puis il y a d'autres associations de lutte contre les addictions et de prévention drogue qui existent. Et donc nous, on avait déjà des projets d'intervention auprès des jeunes pour parler justement comment je peux résister à la pression des autres qui vont m'inciter à consommer de l'alcool ou du cannabis par exemple, comment je peux faire des choix pour moi-même, être à l'aise ou pas avec le fait d'être dans un état second lié à la consommation de produits. Donc, on avait déjà des projets comme ça et on s'est dit, voilà, il manque quelque chose. Il y a certains jeunes notamment, et comme on vous l'a mis ici, on voulait expérimenter auprès des jeunes avec certaines vulnérabilités en santé et notamment des jeunes qui sont à la fois plus exposés aux produits dont on parle ici, donc l'alcool et le cannabis, donc les jeunes en insertion ou des jeunes qui sont parfois plus en contact avec les milieux professionnels, puisque en gros, pour schématiser, ils entrent plus vite dans un monde d'adultes et dans un monde d'adultes où on banalise beaucoup la consommation d'alcool, dans un monde de jeunes qui vont avoir accès parfois à des ressources individuelles et qui vont pouvoir aller acheter pour eux-mêmes du cannabis par exemple, que ça soit en réaction avec les consommations ou les interdictions légales ou de leurs parents, ou plus largement parce que c'est accessible. Et donc, on a voulu monter un projet où on allait se dire, OK, comment on peut intervenir différemment auprès de ces jeunes-là? Comment on peut leur parler de quelque chose dont on leur parle pas souvent et qui pourtant pousse beaucoup à leur consommation? Et comment on peut conduire une expérimentation qui peut mener à un projet qui soit suffisamment solide pour être déployé, pourquoi pas sur toute la France et pourquoi pas auprès d'autres jeunes? Donc, on a voulu associer ça tout de suite à une étude d'impact assez forte sur ce projet. Et donc, on a répondu au Fonds de lutte contre les addictions, qui est un gros appel à projet 1000 DK Assurance Maladie, sur la fin de l'année 2020 pour les années 2021, 22, 23 et une fin donc sur l'année qui vient de se terminer en 2024. Et notre postulat de départ, c'était de se dire, ces jeunes-là, ils peuvent être parfois sur les réseaux sociaux, enfin même souvent, ils peuvent être un peu éloignés des supports ou des actions de prévention assez habituelles quand on intervient en classe ou quand on intervient auprès de groupes déjà constitués. Par contre, il y en a un certain nombre d'entre eux qui peuvent être joueurs de jeux vidéo et notamment ce truc que vous connaissez tous, le téléphone portable, et qui est un gros vecteur de jeux vidéo aujourd'hui, puisque aujourd'hui le jeu vidéo, ça se fait beaucoup sur ordinateur ou sur console, mais majoritairement sur téléphone portable, et ça touche beaucoup plus de monde sur téléphone portable. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait utiliser un jeu vidéo pour
être vecteur de changement et pour initier un changement de comportement en prévention. Et préalablement au projet et au jeu vidéo qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc qui s'appelle Purple Town, on avait eu des expériences au CRIPS déjà avec des applis ou des jeux vidéo, notamment un autre jeu vidéo qui s'appelle Summertime qu'on avait créé auparavant sur plutôt les questions de sexualité et on s'est rendu compte que le média jeu vidéo marchait bien, plaisait et pouvait être une façon aussi de parler différemment aux jeunes. Ça va, je continue. Mhm. Donc, ce qu'on a voulu pour faire ça, comme je vous le dis, c'est à la fois avoir un projet solide avec bah, les intentions de départ dont je viens de parler, mais aussi dans la construction du projet, puisqu'on allait centrer ça sur un jeu vidéo et sur une étude. Il nous fallait à la fois des personnes qui sont fiables et solides sur l'action en direct auprès des jeunes, mais aussi qui connaissent bien ces jeunes, aussi qui connaissent les processus de recherche et d'études et des personnes qui sont plutôt garants de l'aspect santé, qu'on dit pas n'importe quoi sur le côté addiction, etc., etc. Et puis dernière chose, des personnes qui bah, savent faire un jeu vidéo, puisque nous au CRIP c'est pas notre spécialité. Et donc on a créé un consortium porteur du projet, comme vous le voyez donc sur le schéma ici, avec le CRIPS Île-de-France qui s'est mis en partenariat avec la Fédération Léo Lagrange. Donc c'est un projet coporté Fédération Léo Lagrange, qui est une grosse fédération d'accompagnement et d'aide aux jeunes en insertion, et le CRIPS Île-de-France, donc notre association. On s'est associé à Gamabilis, qui est une entreprise spécialiste des jeux vidéo à impact, donc de jeux vidéo avec du sens, qui aide à produire des changements de comportement et notamment sur téléphone portable, mais pas que. Et comme je vous l'ai dit avant, on a répondu donc à un appel à projet. On a été financé par le Fonds de lutte contre les addictions avec un soutien très fort de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Direction générale de la santé. Et pour la partie recherche, c'était très important. On s'est associé au laboratoire de psychopathologie et processus de santé, représenté notamment par Tristan. Et on a voulu dès le départ qu'il y ait une organisation en comité de pilotage, c'est-à-dire que ce soit pas uniquement le CRIPS ou uniquement la Fédération Léo Lagrange qui prennent les décisions, mais que toutes les décisions se fassent en concertation avec des personnes qui représentent ces différentes entités pour prendre l'ensemble des décisions sur qu'est-ce qu'on allait faire, quel type de jeu vidéo, quel programme, comment on allait accompagner ça, donc avec une prise de décision par les financeurs, les opérateurs, les évaluateurs et évaluatrices, etc., etc. Et ça, c'est la première chose dont on est assez fier dans ce projet, c'est que souvent, il y a un porteur principal qui va faire avancer les choses et puis les autres sont mis au courant ou alors sont sollicités au départ et puis après, on oublie un peu. Et nous, on a voulu se réunir au moins une fois tous les 2 mois, donc environ six copiles par an, parfois plus, pour à la fois témoigner de l'avancée, mais aussi prendre les décisions, témoigner des blocages. Et moi, si je peux insister sur une chose, c'est que bah, une bonne façon de mener un projet, c'est aussi ça. Ça prend du temps, ça demande de s'accorder, ce qui n'est pas toujours simple, mais finalement, ça fait des projets très durables. Et la deuxième chose qu'on a voulu, c'est qu'il y ait d'un côté un appui scientifique fort avec la constitution d'un conseil scientifique et de l'autre, une implication des jeunes qui allaient être bénéficiaires du projet, bénéficiaires principaux, en sachant qu'il y a des bénéficiaires secondaires qui sont plutôt les éducateurs et éducatrices jeunesse. Et donc, pour le conseil scientifique, on a voulu là aussi voir assez large et on s'est associé donc à un certain nombre de différentes personnalités, dont notamment Isabelle Varescon, qui est directrice du laboratoire de psychopathologie et de processus de santé à l'Université de Paris, et qui était à la fois la représentante de l'aspect recherche et membre du conseil scientifique, donc qui permettait de faire le lien aussi avec le comité de pilotage. Olivier Fan, qui est addictologue et psychiatre à la CJC Pierre-Nicole et à la clinique Dupré auprès de la Fédération Santé des étudiants de France, et qui nous a donné aussi tous ces aspects en addictologie et en psychiatrie des enfants et notamment des adolescents. Pierre Arvidsson qui représente donc la Santé publique France et qui est à la direction de la prévention, de la promotion de la santé et qui est médecin.
Dominique Desjeux, qui est socio-anthropologue et professeur émérite de la Sorbonne Paris Université, pour des aspects justement plutôt anthropologiques et comportementaux chez les personnes qu'on allait cibler, et Victor Potier, qui est docteur en sociologie, qui connaît aussi assez bien le domaine des jeux vidéo et qui est membre du laboratoire Pacte à l'Université de Grenoble. Donc ça, ce sont les personnes qui ont constitué le conseil scientifique et qui nous ont voilà aussi conduit dans notre action. Et c'est vrai que dans un projet comme ça, on peut considérer que c'est une charge ou superflu. Et bah, notre retour d'expérience, c'est que c'était pas du tout superflu. Au contraire, ils ont permis de guider notre action, de nous donner des conseils, de questionner aussi des décisions qui étaient prises par le COPIL ou d'orienter les décisions avec une sécurité assez forte, puisque bah, une fois que ces personnes se sont mises à échanger et à nous donner leurs recommandations, on savait qu'on n'allait pas dans le mur. Et c'était assez important, notamment sur les aspects recherche, mais pas que. Voilà. Ouais, Ouais. très bien. Donc, je continue. Et donc, je vous ai parlé de l'implication des jeunes aussi sur le projet. Et puis, je vais aller un peu plus vite sur cette partie-là pour on vous parle de l'action en elle-même. L'idée, c'était de prendre en compte leurs avis et notamment dans le jeu vidéo qu'on vous a présenté, de savoir bah, quelles étaient leurs représentations, leurs imaginaires, leurs références communes, à quoi on pouvait faire référence dans la culture populaire et qui leur parlerait, les mécaniques de jeu, etc., etc. Donc, on a fait des focus group avec des jeunes dans la tranche d'âge ciblée, donc jeunes majeurs, euh, pour la conception du jeu, pour les premiers tests aussi. Une fois que le jeu a été mis en place, bah, les premières versions ont été aussi testées par des jeunes. On a constitué un comité technique avec certains de ces jeunes-là et pour aussi demander leur avis, conduire certaines décisions. Et puis, pour pouvoir aussi être sûr que quand on allait essaimer et diffuser l'outil, bah, il convienne en tout cas au profil de jeunes qu'on ciblait. Dernière chose, les professionnels encadrants, comme je vous dis, c'est les professionnels de l'insertion principalement, des éducateurs, éducatrices notamment. Et l'idée, c'était que le projet leur convienne, puisque dans le projet, il y a aussi un temps de formation et d'accompagnement à l'utilisation du jeu pour qu'ils puissent aborder la thématique des drogues avec les jeunes qu'ils accompagnent. Et donc, on les a impliqués aussi, on les a questionnés, notamment en réalisant un questionnaire et en prévoyant des formations. Et puis, en cours de déploiement du projet, ben, on a formé petit à petit des personnes pour qu'ils soient capables aussi de mettre en place des projets et utiliser le jeu avec les jeunes qu'ils accompagnent. C'est tout bon? Est-ce que du coup, voilà, on vous a dit qu'on parlait du marketing dans le jeu, donc je te laisse la parole Merci sur cette Jean-Baptiste. partie-là. Merci Jean-Baptiste ouais, pour cette contextualisation et pour cette introduction très complète. Bah, peut-être parler aussi de pourquoi on a choisi cet axe de prévention et de se centrer sur cette question de l'exposition marketing. C'est de rappeler qu'aujourd'hui, on a des données de recherche assez solides qui montrent du coup la relation entre le fait d'être exposé à du matériel marketing, à des campagnes spécifiques en faveur des produits, de l'alcool principalement, mais on le verra aussi étonnamment aujourd'hui de plus en plus sur le cannabis en France, et la consommation. Et vous voyez, il y a une étude plus française sur des échantillons de jeunes de 17 ans qui s'est intéressée plus spécifiquement à leur vécu autour de l'exposition sur le marketing et qui montre que 25% disent que la dernière publicité mémorisée leur a donné envie de boire. Donc, c'est qu'il y a un véritable effet de ces campagnes et de toutes ces publicités et toutes ces actions d'influence sur les jeunes. Alors, on vous propose justement, à la suite de ce petit constat, un petit quiz et de répondre à cette question. Donc, d'après vous, laquelle de ces stratégies marketing en faveur de l'alcool n'est pas utilisée par les distributeurs en France? Euh, je pense que vous voyez en ligne, vous pouvez répondre peut-être, ou sinon. Ça y est, le quiz est lancé. Ouais. Terminé. Les gens ont déjà répondu? Super. Et donc, on a 47% des gens qui disent distribution gratuite de mignonnettes et 33% des gens sponsoring d'artistes.
7% de bouteilles collector et 13% de publicité gratuite. Donc, on a une majorité qui pense que c'est la distribution gratuite de mignonnettes qui est pas faite, mais aussi beaucoup de gens, une personne sur trois, qui pense que c'est plutôt le sponsoring d'artistes qui n'est pas fait. Ok, super, merci pour cette réponse. Alors effectivement, la distribution gratuite de mignonnettes euh, n'est pas, n'est pas faite en France, mais vous allez voir que pour ceux qui ont répondu le sponsoring d'artistes, qu'en fait, c'est un processus qui existe malgré que ça soit interdit. Là, on vous présente enfin, les principales stratégies à destination des jeunes, vous voyez, mais pas que, hein, les adultes sont aussi la cible du marketing alcoolier. Comme les bouteilles collector, le fait de faire des promotions, les publicités gratuites, la pub ciblée, hein, notamment, on le verra à travers les réseaux sociaux. Les soirées privées, donc qui sont des choses peut-être un peu moins visibles et justement qui portent un effet qui est plus difficile à mesurer ou à contrecarrer. Et le sponsoring d'artistes, effectivement, vous voyez, oui, les marques d'alcool, ça arrive qu'elles sponsorisent des artistes pour faire des soirées notamment. Et c'est pas forcément quelque chose qui est évidemment affiché puisque c'est interdit. Et ça, malgré la loi E20 et toutes les interdictions qui existent, notamment sur tout ce qui est produits dérivés, promotion, etc. Normalement, ça devrait être beaucoup plus contrôlé que ça. Exactement. Et donc, il y a une assez grande tolérance sur l'alcool, finalement. Oui, plutôt, et c'est un phénomène qui est de plus en plus visibilisé, on va le voir notamment avec le dernier rapport d'Addiction France sur les réseaux sociaux, mais juste pour exemple, il y a eu un cache investigation là-dessus et qui montrait justement comment certains artistes faisaient la promotion de marques d'alcool, évidemment de manière un peu cachée. Concernant le cannabis, alors là, on est sur quelque chose d'un peu différent, puisque évidemment, le cannabis est un produit illicite, et donc il n'y a pas de loi qui encadre la publicité autour du cannabis, que la publicité est clairement interdite. Mais en fait, depuis quelques années, on voit comment les revendeurs de cannabis, les dealers, se sont armés et utilisent les stratégies marketing utilisées dans le commerce traditionnel et légal. Notamment, vous voyez, on vous a montré toutes les stratégies qui ont été répertoriées, donc le fait d'offrir des cadeaux quand des consommateurs viennent acheter du cannabis, le fait de proposer des promotions, donc ça existe depuis plus longtemps, le fait de diversifier l'offre, proposer plein de produits à différents arômes, différents dosages de THC, etc. Mais de manière maintenant un peu plus sophistiquée, on voit comment les revendeurs se sont adaptés et créent autour du cannabis, vous voyez, toute cette question du lifestyle, d'utiliser plein de références de la pop culture pour le promouvoir, notamment sur les pochons dans lesquels ils mettent le produit, notamment sur les réseaux sociaux avec des vidéos de consommateurs, de rappeurs, etc. Et sur la question de la vente, proposer, entre guillemets, un confort encore plus grand de vente. Donc ça, c'est un phénomène assez nouveau, c'est le fait que le consommateur n'a plus besoin d'aller chercher le produit, c'est le produit qui vient à lui. Et même maintenant, de façon encore plus sophistiquée, on observe la présence de services après-vente pour les consommateurs. Si les consommateurs ne sont pas satisfaits de leur produit, malgré que ce soit un produit illicite, ils peuvent faire appel à des hotlines et demander que le produit soit remplacé. Donc on voit aussi là, et c'est quelque chose de plus étonnant et qui n'est pas encore très bien documenté, hein, les premières documentations en France, moi, elles proviennent plutôt de journalistes hein, d'investigation que de chercheurs, mais évidemment c'est un sujet qui est en train d'être pris au sérieux par les tutelles et les instances qui questionnent tout ça. Euh, donc, ce qu'on constate du coup, c'est que l'exposition marketing, qu'elle soit légale, encadrée, malgré une loi E20 qui parfois fait défaut à certains endroits, comme les réseaux sociaux, on le verra, ou le cannabis et toute cette prévention souterraine, toute cette pardon, promotion souterraine, est un facteur de risque à prévenir. On le voit, on le sait maintenant, la science nous le dit. Plus on est exposé au marketing, plus il y a de risques qu'on consomme et donc peut-être qu'on rentre dans une consommation problématique. Euh, c'est un facteur de risque à prévenir et qui probablement s'est accru, notamment via les réseaux sociaux. Et là, vous voyez, pour illustrer à quel point c'est une thématique d'actualité, on a une proposition de loi qui a été déposée très récemment, donc le 3 décembre 2024 à l'Assemblée nationale, pour protéger les jeunes des publicités en faveur de l'alcool, notamment via les réseaux sociaux. Et cette proposition de loi découle notamment de ce rapport qu'Addiction France, cette enquête qu'Addiction France a menée avec Avenir Santé sur, en gros,
en France à quel point les jeunes sont exposés à la promotion de l'alcool sur les réseaux sociaux et ils montrent à quel point en fait c'est un phénomène qui est grand et que la loi E20 ne permet pas aujourd'hui de limiter et de contrecarrer. Pourquoi? Bah parce que une story par exemple ça reste quelques minutes et ça peut toucher des millions de jeunes, notamment des mineurs, et que c'est difficile de le modérer, le régulariser. Et donc voilà, il y a un vrai enjeu autour de cette question-là. Et Purple Town, bah, s'inscrit aussi dans cette volonté de cibler ce facteur de risque qu'est l'exposition marketing. Et ça, Ouais. c'est important parce on a beaucoup eu la remarque, on nous dit, bah, quand même, la loi E20, les grands groupes sont obligés de la respecter, etc. Et c'est ce que tu disais, que ça soit via le sponsoring d'artistes, mais on suppose peut-être aussi d'influenceurs, etc. Le fait de faire apparaître, que ce soit une bouteille d'alcool, mais ça peut être aussi du cannabis ou les objets qui permettent de consommer le cannabis. Ça fait une promotion plus diffuse, moins facile à contrôler et qui passe un peu à travers les pans de la loi pour l'instant, d'où aussi ce besoin d'arsenal législatif qui s'adapte aux nouvelles. Parce que c'est pas que, voilà, la pub, c'est pas que une publicité qui va couper votre vidéo sur YouTube ou sur TikTok entre deux vidéos. Voilà, ça peut être aussi une story, un placement dans le fond ou en contexte qu'on voit de plus en plus. Et oui, et donc les alcooliers, les marques d'alcool ont bien compris, mais aussi, vous voyez, les revendeurs de cannabis, comment les réseaux sociaux, et en fait, Instagram, Snapchat, etc., pouvaient être des vitrines, en fait, très utiles et efficaces pour promouvoir les produits. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment on fait pour prévenir ce risque d'exposition? Alors, on l'a vu, là, on vient de le dire, il y a des enjeux plus législatifs à grande échelle. Il y a plusieurs façons, entre guillemets, d'agir sur cette exposition marketing et ce facteur de risque, mais à un niveau plus préventif et d'action de prévention menée notamment par le CRIPS, on a des outils, et notamment un outil qui est la littératie aux médias qui est la possibilité d'intervenir auprès des jeunes pour qu'ils acquièrent des connaissances et des compétences qui les aident à utiliser et comprendre les médias d'une façon plus critique. Et c'est un champ de prévention et d'intervention qui s'est développé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, etc., qui est aussi développé en France sur les questions de santé, peut-être un peu moins sur les questions d'addiction, justement, et d'exposition marketing. Et peut-être que là, Purpleton est un projet novateur sur cette question-là, justement. En tout cas, on le croit. Et ces outils de littératie aux médias ben, peuvent être utiles parce qu'on a aussi là des données de recherche qui montrent que plus on est éduqué, plus les niveaux d'intention à consommer de l'alcool et de tabac sont réduits. Au contraire, moins on est éduqué, plus les niveaux d'intention peuvent être importants parce que finalement, on serait plus influencé par toutes ces campagnes, qu'elles soient visibles, directes et assez objectives ou un peu plus détournées à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Donc Purple Town s'appuie voilà, donc sur l'idée de viser ce facteur de risque et notamment par la littératie aux médias. Donc, bah, on va rentrer un peu dans le détail. Je vais présenter un peu plus donc, ce programme qu'on peut appeler un programme éducatif. Alors, vous verrez, on va parler du jeu, mais Purple Town, c'est plus que le jeu vidéo. C'est un programme de prévention qui se base sur l'utilisation d'un jeu vidéo, mais aussi sur des ateliers menés par des professionnels pour accompagner toute la dimension éducative qu'il y a grâce au jeu. Donc c'est un programme qui est destiné à des 18-25 ans. En tout cas, il a été testé. On pourrait imaginer l'utiliser chez des moins de 18 ans. On pense que ça serait utile, mais il a été testé et évalué chez des jeunes de 18 à 25 ans. Pareil, globalement, la moyenne d'âge était plus, vous le verrez, de 18-19 ans. Donc, on peut l'utiliser chez des 24-25 ans, mais les données de recherche sont, en tout cas, son efficacité, elle a été, on le verra, prouvée chez des jeunes plutôt autour de 18-20 ans. Donc, c'est un programme éducatif qui vise quoi? Bah, le développement d'un esprit critique vis-à-vis de l'influence marketing des revendeurs d'alcool et de cannabis. Ça, c'est sa composante plutôt média littératie. Grâce au programme, on espérait, on verra qu'on a en partie réussi, à favoriser la possibilité d'avoir un esprit critique autour de cette question de l'influence et de
discuter avec les jeunes sur cette question de, en fait, si je suis la cible d'une intervention marketing, comment, pourquoi, de quelle façon, et comment je peux y réfléchir et la questionner. Et l'autre partie importante du programme, qui n'est pas inintéressante, c'est d'essayer de profiter, on le verra pourquoi, parce que le jeu vidéo permettait justement cette possibilité d'agir sur à plusieurs endroits, notamment cette composante média littératie, mais aussi sur cette composante de réduction des risques, de transmettre des connaissances sur les risques liés à la consommation d'alcool et de cannabis, et notamment sur comment on peut réduire ces risques si on se retrouve exposé à consommer. Donc ça en fait un programme qui fait partie des programmes d'approche combinée. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches, l'approche centrée sur les compétences sociales, où on va développer plus son esprit critique, et l'approche centrée sur les connaissances. Et pour ça, on en est assez content parce qu'aujourd'hui, on sait que les programmes de prévention qui adoptent des approches combinées semblent plus efficaces que les programmes qui se centrent juste sur une seule approche. Un petit teasing, on va vous montrer un peu comment fonctionne le jeu. Donc voilà, ça arrive bientôt. Je sais que plus on parle d'un jeu, plus on a envie d'y jouer. On va le faire dans quelques slides, vous inquiétez pas. Là, avant de présenter le jeu, on va vous expliquer plutôt la structure du programme en tant que tel, hein. Donc, le programme Purple Town, vous le verrez, on a testé le jeu vidéo en tant que tel, mais on a testé le programme. Et aujourd'hui, le programme Purple Town, c'est quoi? C'est 2 séances de 2 heures en groupe, menées par un professionnel formé sur ces questions-là, qui va entraîner les jeunes dans des échanges, des discussions, des débats et de l'analyse autour notamment de support marketing, de la publicité, des vidéos, des publications Instagram, etc. Et on va venir aborder toutes ces questions de l'influence à travers ça. Là, on vous donne un exemple. On a notre collègue là qui est à l'écran, Estella Fleureau, qui a été aussi qui a mené On va porter ce le projet, projet. a porté ce projet pendant 3 ans au CRIPS, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais on voit là 2 exemples, notamment on a choisi le cannabis parce que c'est souvent peut-être le moins visible pour les adultes. C'est des exemples de posts Instagram qui montrent comment les revendeurs vont par exemple organiser des tombolas en ligne et cette tombola va permettre de faire gagner 3 personnes un pochon d'herbe ou une barrette de shit. Et en dessous, un menu, vous voyez, qui est actualisé en temps réel avec les prix, la Les quantité et les variétés. variétés. Et en fonction de l'heure de la journée, bah, il y a des variétés qui sont plus disponibles. Euh, donc ça, c'est comment s'organisent les séances avec les jeunes, hein, et ensuite, il y a au centre de tout ce programme, évidemment, le jeu vidéo qu'on va transmettre aux jeunes. On va leur proposer de télécharger sur leur téléphone, de jouer pendant ce premier atelier, et justement d'y jouer entre les 2 séances, et même après s'ils le souhaitent. Et on va utiliser leur expérience du jeu vidéo pour justement discuter de toutes ces questions-là, puisque vous le verrez dans le jeu vidéo, on aborde euh, toutes les stratégies utilisées par les revendeurs. Alors peut-être c'est le moment de présenter le jeu vidéo. C'est le moment de commencer à jouer. Ouais, pourquoi pas? Alors, on va sortir de la présentation puisque donc Purple Town, là voilà, je l'ai cherché très rapidement sur mon téléphone, mais du coup c'est avant tout une application disponible sur le Play Store Android ou l'App Store sur Apple iOS. Mais on en a aussi une version web qui est jouable sur un site internet dédié. Donc on va rapidement sortir de la présentation pour vous montrer à quoi ça ressemble et simuler un début de partie. Comme ça, vous imaginez que vous venez d'installer l'application et puis on va le faire en direct commenté. Donc, je sors de ma présentation et on a déjà préparé donc sur purpletam.lecripsidf.net. Vous pouvez du coup arriver. Alors, si ça marche, bon, on va le faire sans son, comme ça on entendra mieux, mais il y a une super musique qui va avec. Et donc, vous arrivez sur cet écran, qui est l'écran de début de partie. Et bon, bah, je vais commencer à jouer. Je te laisse Ouais, commenter, super. Tristan. Ouais. Donc, on commence une nouvelle partie.
Et là, du coup, on va proposer aux joueurs, et c'était un peu le pari osé de ce projet et de ce jeu vidéo, on va proposer aux joueurs de se choisir une équipe et du coup d'incarner soit, vous voyez, la TIS Company, qui est l'industriel de l'alcool, qui cherche à cibler des nouveaux consommateurs. Vous voyez, les jeunes n'aiment pas assez l'alcool et nous ne gagnons pas assez d'argent, coïncidence. Ou alors Wedeal, qui est cette faction-là qui permet aux jeunes d'incarner plutôt un revendeur de cannabis. Le cannabis, c'est un mode de vie à part et surtout, c'est gagner un max de pognon, bien sûr. Ou alors, cette fois, peut-être ce qui nous représente un peu plus, Ligue Action, qui est plutôt des préventeurs, des gens qui font de la promotion de la santé et qui, eux, veulent, voyez, se faire plaisir sans prendre de risques. C'est une question d'éducation, plutôt promouvoir des actions de santé et de la réduction des risques. Euh, Donc ça, c'était le premier pari osé, on va dire, c'était d'intégrer et de faire jouer les joueurs en tant bah, soit que préventeurs, soit, et on s'en doutait très bien, et on le verra après dans l'utilisation du jeu, c'est les deux factions qu'ils aiment le plus incarner, soit Lattice Company, soit Woodhill. Alors moi, j'ai envie d'être un peu fan, on va prendre Woodhill, ouais, je hein, veux juste rajouter quand même que les jeunes ont quand même investi Ligue Action. Ça n'a pas été bien genre sûr. 90% des jeunes qui jouent que sur les revendeurs. Donc ça montre aussi l'appétence des jeunes de pouvoir incarner des actions plutôt prosociales. Allez, donc, je suis Woodhill, et il va falloir que je choisisse mon personnage. Donc, soit Giselda Branco, qui est une jeune femme qui veut danser toute la nuit et vendre du cannabis en soirée avec cette thématique pop culture un peu plus hippie, ou Walter Black, vous voyez, en référence à Walter White de la série, comment s'appelle cette série? Breaking Bad. Breaking Bad, où on a un prof de chimie qui se met à revendre de la méthamphétamine. Et on va choisir un des deux, bah, vas-y, JB. Allez, bon, ils ont chacun des petits pouvoirs. Moi, j'aime bien le pouvoir de Giselda. Alors, c'est parti. Et donc, on se retrouve dans une ville fictive, évidemment, qui s'appelle Purple Town en 2030, qui était une ville jadis prestigieuse, vous voyez, mais les pouvoirs publics auraient un peu baissé les bras et ce serait du coup immiscé là des revendeurs, notamment des dealers, mais aussi les alcooliers. Et ça fait un peu référence à cette idée de Far West là qu'on a vu dans le rapport d'Addiction France, d'ailleurs, on vous donnera le lien à la fin de ce rapport. Et donc voilà, on a cette ville et on va devoir s'implanter. Donc là, nous, on représente les revendeurs de cannabis, hein. Bon, allez, moi, j'ai envie de jouer. Allez, On y allez, va. go. Donc là, il y a mon personnage qui commence à nous parler. Voilà, la vie pleine d'opportunités, etc. Bon, je passe vite. On vous laissera faire une partie et lire le contexte. Exactement. Et donc, on va devoir s'implanter. Donc, on va le dire tout de suite, c'est un jeu de stratégie. Donc, ceux qui ont peut-être déjà joué, par exemple, à Plague Inc., qui un jeu vidéo qui vise à répandre des virus dans le monde entier ou à les soigner, et ben là, on est un peu sur ce mode de fonctionnement. L'objectif, ça va être d'essayer de convertir des populations à notre faction. Nous, vous voyez, on est les dealers, là où ils deal. Alors, vas-y, implante-toi dans un quartier, JB. Ah, le quartier. Bah, clique, ils ont tous des caractéristiques. Donc, Allez, on va aller là. La place? la place, vous voyez, The Place to Be, l'endroit où tout se passe, où on peut faire du business. Alors, ce quartier, il est à 5500, donc là, on peut pas encore s'implanter. Il va falloir trouver le bon quartier. Et oui, j'ai que 5000 en Ouais, en monnaie Purple du jeu. Gold. Voilà. Alors, bon, on peut essayer la fontaine, peut-être? Ouais, la Fontaine, on peut, vous voyez, donc quartier résidentiel avec des commerces, quelques jardins, les lieux de scolarité, la majeure partie de la population s'y trouve. Donc, évidemment que là, ça peut être Un bon intéressant pour un endroit pour dealer, revendeur. ça. Exactement. Allez, j'achète. Donc, on est implanté. Bah, peut-être t'es pas obligé d'activer le Oui, tutoriel, on va le nous, faire on le fait nous-mêmes, hein. nous-mêmes. Et je te propose de lancer la partie. Donc, on est le 1er janvier 2030. Et Et donc, c'est maintenant, vous parti. voyez, on voit là, en L'accélérateur. haut, oui, tu peux, la population qu'on arrive à convertir. Donc là, on a mis le mode accéléré, hein, versus les autres, vous voyez, les autres factions, donc les Faction revendeurs concurrente. d'alcool et la prévention. Et le but du jeu, ça va être d'essayer à la fin de la partie, une partie dure à peu près 15 minutes, d'avoir converti le plus et le maximum de consommateurs. Et pour ça, on va devoir utiliser, donc récolter de l'argent et peut-être, je peux montrer là, du coup, on peut acheter, vous voyez, des guetteurs, des vendeurs, des grossistes. Donc là, on va acheter un guetteur, on a assez d'argent. Et du coup, grâce à ça, je vais, alors là, hop, vous montrer, on gagne grâce à ça. Chaque guetteur vole 5 habitants par jour aux factions adverses, donc on peut voler des consommateurs aux autres et ça réduit les chances de se faire arrêter par la police d'avoir un guetteur.
Et on va aussi, du coup, pas seulement passer par ce mode-là, mais aussi quand on le pourra, là, utiliser et acheter donc les stratégies, justement, et c'est par ce biais-là que les jeunes vont pouvoir découvrir les stratégies. Donc là, j'ai 2 points de stratégie, je ne sais pas si je peux, oui, je peux, vous voyez. Donc là, une des stratégies, c'est les produits de coupe. Coupons notre cannabis avec de la terre ou de la laque pour augmenter nos bénéfices. Et du coup, là, on peut dépenser 2 points de stratégie pour augmenter nos ventes Et on va voir qu'on va gagner plus d'argent, faire plus de exactement. profit comme ça. Mais peut-être tu peux montrer d'autres stratégies Et donc, JB. par exemple, si un peu plus tard, j'arrive à celle-ci qui coûte assez cher, Ouvrons nos points de vente et livraison 24 sur 24 pour submerger la concurrence. Donc là, on voit que ça, c'est une stratégie assez promue sur les réseaux sociaux, de dire que les points de vente sont ouverts tout le temps, n'importe quand, et que les jeunes peuvent venir, en tout cas les consommateurs plutôt. Ouais. Mais peut-être voilà, j'aimerais montrer, trouver une stratégie. Alors peut-être, on va voir. ici sur les réseaux Voilà, sociaux. typiquement, montrer que les revendeurs utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits et que c'est pas anodin, hein, c'est un phénomène euh, qui est assez important et voilà, de sensibiliser là-dessus. Donc ça va être un des modes de jeu, ça va être ça, et puis ensuite, je sais pas si là on va pouvoir le voir, hein, il faut laisser le jeu. Donc vous voyez, là il y a des news qui donnent des informations sur comment ça se Là, passe. on a formé le navigation, par Et exemple. là, on est à 6 000 consommateurs et les autres sont plutôt à 4 000. Donc, on est en bonne passe de gagner d'ici 15 minutes. Alors, on ne peut pas vous montrer là, mais on va peut-être montrer les images du PowerPoint. Il y Ouais. a d'autres modes de transmettre de la connaissance aux jeunes. Donc là, vous avez vu Voilà, en donc là, grosse c'est une partie. démonstration de début de partie, sachant que la partie se gagne si on contrôle des quartiers et donc plus vite que les autres. Et on voit donc l'augmentation, et c'est un jeu en temps réel, enfin entre guillemets en temps réel. Donc les jours et les mois passent, et plus ça avance, plus on arrive à développer nos stratégies. Et si on est meilleur que les autres, donc si on est meilleur que la prévention et que les vendeurs d'alcool, on va gagner en tant que dealer de cannabis, et vice-versa si vous faites d'autres factions. Voilà. Nous, ce qu'on Ah, vous... Ah bah bah tiens, super. donc Euh, il y a des événements un peu aléatoires qui arrivent à certains moments. Et là, vous voyez, typiquement, c'est un quiz qu'on propose aux jeunes. On a constaté une baisse de la fréquentation des points de deal, comment relancer les ventes. Et du coup, là, on met en évidence quelles sont les stratégies utilisées par les revendeurs. Et donc là, on a constaté une baisse de fréquentation des points de deal. Qu'est-ce qu'on va répondre? Bah, peut-être de proposer de la livraison à domicile. Allez, on fait de la livraison à domicile. Que va nous dire le jeu? Bravo. Oui. Et on a fait une mauvaise réponse. Pourquoi? Parce qu'on a choisi que les points de la livraison de domicile, mais effectivement, on peut imaginer que les dealers vont offrir un joint de temps en temps à leurs clients ou un pochon pour effectivement les inviter. Donc, c'est cette question du cadeau qui est assez classique en marketing, d'offrir des choses aux consommateurs. On vous a peut-être, vous, déjà offert, je sais pas, une réduction sur le thé, sur vos céréales. Et ben là, c'est sur le cannabis. Donc il y avait effectivement deux bonnes réponses. On n'en a fait qu'une seule, donc on n'aura pas le petit bonus associé, mais le jeu continue, etc. On retourne sur le PowerPoint. Voilà, on va mettre la partie en pause si on a envie de De rejouer tout reprendre à après. l'heure. Je repars, hop, ici, sur le PowerPoint. Et voilà, tu voulais du coup montrer. Peut-être oui, donc là vous voyez donc le jeu vidéo dans son ensemble, on vous l'a montré. Donc les stratégies avec cette arme stratégie et ces quiz là qui permettent en gros de vraiment transmettre des connaissances aux jeunes de façon un peu ludique. Et c'est tout l'enjeu du serious game, c'est de proposer aux jeunes d'apprendre des choses, mais sans qu'on leur dise bah il faut apprendre des choses. Et une partie complète dure à peu près combien de temps? Voilà, une quinzaine de minutes. Ça dépend en fait. Il y a des jeunes qui vont aller hyper vite parce qu'ils sont habitués aux jeux de stratégie, d'autres qui vont prendre le temps un peu de réfléchir, d'analyser, parce qu'évidemment, il y a certaines stratégies qui fonctionnent mieux à certains moments du jeu et qui fonctionnent mieux dans certains quartiers. Par Voilà. exemple, si j'utilise une stratégie qui vise les jeunes et que je suis pas implanté dans le quartier des jeunes, mais je suis dans la city, là où il y a tous les hommes d'affaires, ça marche un peu moins bien. Donc il y a toute cette réflexion qui est pas forcément visible dans le jeu, mais sur comment on développe en gros l'arbre des compétences des joueurs et Exactement. comment ils vont utiliser les meilleures stratégies, soit en répondant bien à des questions qui arrivent un peu aléatoirement comme ça, soit en calquant leur stratégie et en développant un peu leur impact dans les quartiers, en sachant qu'ils peuvent très bien au bout de 15-20 minutes avoir un succès, avoir Exactement. réussi ou avoir Ouais. perdu
on les frustre un peu et on les engage soit à rejouer avec la même faction, soit à essayer une autre faction. Le but est pas forcément deviennent des experts du jeu, mais peut-être qu'ils testent au moins une partie avec chaque faction, ou peut-être alcool ou cannabis, et puis la Ligue Action par exemple. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on a voulu les faire jouer. Avec des usages, en général, ils font une partie, deux parties, ils en font pas 50 non plus. Oui, je vais le présenter. On a en moyenne 2 à 5 parties, mais il y en a qui ont joué 17 ou 15 parties. Donc en vrai, on le sait, là, c'est les données qu'on a sur notre échantillon, mais les jeunes, Mm. ben, ça dépend des jeunes, en fait. On le verra. Il y a une donnée, mais je l'ai pas mis dans la diapo, mais je le présenterai, c'est que ça dépend de leur usage de base des jeux vidéo. Et ça, c'est important. Dans le conseil scientifique, on avait des personnes aussi qui connaissaient le jeu vidéo et notamment l'addiction aux jeux vidéo. Et c'était important pour nous, en plus, en parlant d'addiction, de pas créer un jeu vidéo addictif non plus. Donc, il y avait aussi cet effet-là. Il fallait que ça soit un jeu vidéo qui donne pas envie de plus consommer ou de commencer à consommer s'il consommait pas. Et il fallait que ça soit un jeu vidéo qui provoque pas une addiction aux jeux vidéo non plus. Donc, il y avait aussi, voilà, ça, c'est toutes les choses cachées derrière la conception d'un programme, mais qui étaient importantes pour nous. Ouais, et peut-être avant que tu passes, Vas-y. rappeler que le jeu, donc là on a plutôt discuté des enjeux plutôt exposition marketing et donc de sensibiliser pour développer l'esprit critique et que les jeunes sentent à quel point ils sont influencés, mais il y a aussi toute la partie réduction des risques et à travers la faction et le moment où on joue avec Ligue Action, ben, les quiz par exemple sont plus centrés, vous voyez, comment on peut enseigner la régulation des émotions pour essayer de faire face à ces émotions sans utiliser le cannabis. C'est une façon de transmettre aux jeunes l'idée que parfois on peut utiliser le cannabis pour se réguler émotionnellement, mais qu'il y a d'autres façons de faire. Et donc, il y a une grosse partie RDR et conseil de RDR à travers le jeu et notamment la Ligue Action. Et du coup, j'en profite pour vous demander un petit partage d'expérience, là, les gens qui nous écoutent, pour ceux qui auraient déjà délivré des conseils de RDR, d'alcool ou de cannabis, si vous voulez bien répondre dans le chat et nous proposer quelques exemples de conseils de RDR que vous avez pu transmettre à des jeunes Voilà, que vous utilisez. sur Donc, l'alcool et sur le cannabis. donc RDR, on précise, hein, réduction des risques. Oui, pardon. Bon, je pense que tu l'as dit, mais au cas où. Donc, si certains ont déjà donné ce genre de conseils, si vous voulez bien, voilà, nous donner des exemples sur le chat. C'est libre. Oui, on a ouvert le chat. C'est bon. Ok, alterner avec un verre d'eau. Donc, effectivement, c'est un conseil qu'on donne. Cannabis, ne pas inhaler profondément la fumée, retenir la fumée dans ses poumons. Ouais, super. Donc là, c'est effectivement deux conseils qu'on transmet à travers le jeu, Mhm. notamment quand Ligue Action est en jeu. Et c'est de proposer ça comme stratégie pour essayer de réduire les risques chez les consommateurs. Est-ce qu'il y a d'autres avis ou d'autres tips? Alors, cannabis, je vois Vincent Prévost. Alors, avancer l'heure du dernier joint pour limiter l'impact sur le sommeil, mettre un filtre OCB plutôt qu'un bout de carton, un bout de cigarette, travailler l'effet de groupe pour savoir dire non si on n'a pas envie de consommer, ne pas consommer quand on ne se sent pas bien psychologiquement. Ouais, super. Alors là, on a des stratégies, des super stratégies. Donc, vous voyez, avancer l'heure du dernier joint. L'impact sur le sommeil, oui, si on consomme juste avant de s'endormir, bah, il est probable que la hiérarchie de notre sommeil soit plus impactée. Alors là, c'est intéressant, je vois mettre un filtre OCB. Alors en fait, là-dessus, on a beaucoup discuté là-dessus, mais en fait, c'est un conseil qui est plutôt à éviter, en fait, parce que les filtres OCB vont pousser à avoir des taffes plus fortes et donc à inhaler plus profondément. Et donc, en fait, étonnamment, c'est pas forcément la meilleure chose que de proposer un filtre OCB d'un point de vue pulmonaire. Donc, c'est quelque chose qu'on a quand même. Le coton, on peut dire, pour éviter de faire Ouais, trop de oui, pub. pardon, un filtre au Non, coton. mais c'est pas. Donc nous, on l'a pas mis, cette stratégie, parce qu'on a un peu réfléchi et étudié la question. Donc pour arrêter une dépendance, arrêter le plus progressivement possible et s'occuper à côté, trouver des hobbies, ouais, super. Donc les alternatives à la consommation. Fractionner les consos, oui. Tester des petites doses, attendre l'effet du produit, hydratation O++, ne pas consommer seul. Ok, merci, hein, là c'est vraiment tout un tas de stratégies de RDR qui nous semblent Donc on parle à promouvoir. un public plutôt expert finalement. Bah là, oui, je vois ça, effectivement. Et peut-être rappeler une chose aussi, nous, on l'a proposé, c'est aussi en fait le défi pour le cannabis aussi d'arrêter pendant un mois ou d'arrêter une semaine ou Ou même d'arrêter une un jour semaine, par ouais. Ouais, semaine. effectivement. Ouais. Merci pour l'info par rapport au filtre OCB.
Donc, un conseil RDR sur la manière de rouler son joint ou non, bah, ça peut être de rouler à l'envers son joint pour Ouais. éviter qu'il y ait de la feuille. Parfois, on dit rouler à la hollandaise, les jeunes disent ça. Donc, ça serait de rouler dans l'autre sens pour qu'on puisse supprimer une partie de la feuille et fumer moins de papier. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions et on y revient en fin de présentation. On pourra avoir un temps aussi d'échange et revenir aussi sur des différents conseils, que ce soit en réduction des risques ou autre. Donc, par rapport aux réponses que vous avez données et par rapport, du coup, nous, aux résultats qu'on a eus, puisque, effectivement, tu as conduit une grosse étude dont les conclusions sont en cours de rédaction. Exactement, merci pour ça. Donc, on en profite de ce webinaire, bah voilà, pour vous parler de ces résultats, hein. Donc, il y a une recherche d'envergure quand même qui a été menée pendant ces 3 ans, qui a accompagné dès le départ le développement du programme, parce que il faut savoir que maintenant, quand des financeurs, notamment publics, financent le développement de programmes de prévention, ils veulent que soit adossé à ça maintenant des études d'impact. On avait en France un peu de retard sur ces questions-là. Maintenant, on évalue de façon un peu systématique les programmes qu'on développe. Donc, le programme, il a été testé, évalué en Île-de-France, c'est important de le dire, et donc 2 essais randomisés contrôlés. Donc, c'est entre guillemets le type, la méthodologie un peu classique quand on essaie d'évaluer des programmes comme ça. Donc, c'est-à-dire randomisé, c'est-à-dire qu'on va aléatoirement attribuer un groupe aux jeunes, et le groupe, ça va être soit le groupe intervention, soit le groupe contrôle, qui est le jeune qui ne reçoit pas tout de suite l'intervention. Juste pour vous dire que bah, c'est un programme probant, hein, je ne veux pas de teasing trop longtemps, on a des résultats plutôt positifs, et je vais juste un peu les détailler. Pour dire qu'on a expérimenté le jeu et le programme sur 2 populations, des jeunes en insertion, donc qui, on le verra, ont été recrutés en mission locale plutôt, et des apprentis, donc dans des lycées d'apprentissage. Avec, vous voyez, un âge médian d'à peu près 19-20 ans et un peu plus de garçons qui ont participé au programme que de filles. Donc les résultats, en termes de faisabilité, déjà, dire que 53 structures et 22 structures d'apprentissage, 53 missions locales nous ont sollicité pour participer au projet. Donc ils trouvaient ça intéressant d'aller aborder ces questions-là à travers un programme, la question du marketing, la question d'utilisation d'un serious game, d'un jeu vidéo. Donc ça a plutôt plu au niveau des structures qui peuvent déployer des actions de prévention. Et auprès des jeunes, vous voyez, on a des taux d'achèvement qui sont plutôt bons. En mission locale, il y a 92% des jeunes qui sont venus aux 2 séances, qui sont revenus euh, après la première séance. Et en mission et en centre d'apprentissage, 68%, presque 70% des jeunes sont revenus pour les 2 séances. Donc ça veut dire que ça a été plutôt bien accepté. Et Mhm. le programme, pour nous, est faisable. On peut le déployer en 2 séances de 2 heures. Ça semble faisable. Dire aussi que bah, la majorité des jeunes avaient des smartphones, donc ils ont pu télécharger le jeu vidéo. Ça, c'est aussi Ça, c'est important. important. En termes d'acceptabilité, donc bah, on a quand même un jeune sur deux qui a fait un retour positif sur le jeu vidéo. Ça veut dire quand même qu'il y a un jeune sur deux qui était moins satisfait, et en même temps, Mhm. ça on le sait. Vous voyez, typiquement dans le conseil scientifique, il y a Victor Potier, un spécialiste de la sociologie des usages des jeux, et il nous expliquait que ben oui, que c'est quelque chose pour les serious games qui est assez normal. On n'a pas créé GTA 6, c'est un jeu vidéo de stratégie, donc déjà c'est un jeu vidéo qui nécessite de la réflexion. Ensuite, bah voilà, c'est un jeu vidéo qui n'avait pas la prétention d'être un jeu vidéo sur PlayStation 5. Donc évidemment, ben, si on parle de jeux vidéo à un jeune, il a des représentations qui sont les siennes et qui sont des jeux vidéo, bien sûr, bien plus développés et poussés. Donc un jeune sur deux a un revers positif, on trouvait ça plutôt bien. Dire que les jeunes en insertion ont plus joué au jeu que les jeunes apprentis. Donc voilà, ça questionne sur notre cible, avec en moyenne 5 parties jouées entre les 2 séances, alors que les apprentis ont joué 2 parties, une avec nous pendant la séance 1 du programme et sûrement une deuxième en moyenne entre les 2 séances. Certains joueurs ont joué qu'une fois, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu retourner sur le jeu, mais d'autres ont joué 17 fois, donc ça veut dire aussi qu'il y en a qui se sont bien pris au jeu. Ouais. Et le but du programme de recherche, ça a été d'identifier et de trouver. On n'a pas trouvé de modérateur en termes d'âge, de profil, etc. Ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont jugé le plus négativement le jeu, c'est ceux qui ont l'habitude de jouer tous les jours à des jeux vidéo dans leur vie. Et donc là, on peut voir la comparaison qui a sûrement été faite avec leurs jeux classiques, quoi. Voilà. Mm. On n'est pas GTA, mais on n'avait pas 10 ans et plusieurs centaines de millions d'euros Voilà, non plus. il faut le rappeler. Donc, Et donc, bah, le conseil scientifique, les spécialistes des jeux et de la prévention se mettent plutôt d'accord pour dire que c'est des résultats qui sont pas si mauvais pour un serious game.
Alors maintenant, en termes d'efficacité, hein, et on terminera là-dessus. euh, alors, qu'est-ce qu'on a testé avant et après le programme? Parce qu'en gros, on a testé des choses avant-après. On voulait voir l'effet du programme, notamment à court terme. On aurait aimé le tester à long terme, mais c'est difficile de garder captifs des jeunes de 18-19 ans dans une étude scientifique pendant 6 mois. C'est un vrai défi qu'on a préféré, pour le coup, là, pas relever parce que bah, il y avait des enjeux de moyens et les structures nous ont aussi déconseillé et ne voulaient pas s'engager sur un projet de 2 ans où on devrait déployer le programme puis suivre les jeunes. Alors on a testé quoi? Leur connaissance vis-à-vis de l'alcool du cannabis, leur connaissance vis-à-vis des risques, leur connaissance et les intentions qu'ils auraient vis-à-vis des stratégies de réduction des risques. Donc est-ce qu'ils avaient l'intention de réduire les risques sur les prochaines consommations qu'ils auraient? Là, concernant l'exposition marketing, il y avait toute une évaluation autour du scepticisme, à quel point les jeunes sont conscients que les marques d'alcool sont là pour les influencer, mettre en place des stratégies qui visent pas forcément à rendre leur vie meilleure, mais plutôt à juste les faire acheter, et leurs attitudes vis-à-vis de ça sur ces stratégies d'incitation. Alors, grand, grand résultat de l'étude quand même. Nos résultats positifs, on les a observés quand il y a un accompagnement du jeu vidéo. Et ça, je pense, Jean-Baptiste, c'est important de le dire. On a testé le jeu vidéo seul. Alors, ça mériterait d'être retesté quand même, mais on a testé le jeu vidéo seul. Et si on donne le jeu à des jeunes, on les laisse jouer, on n'est pas sûr d'observer de grands effets. Par contre, lorsque le jeu est accompagné par des professionnels et ces séances éducatives, alors là, le jeu devient un médiateur intéressant et on peut aborder toutes ces questions. Euh, L'autre grand résultat, c'était de dire qu'on a vu des changements, mais qui étaient différents entre les deux essais, donc entre les deux populations. Il y a plein de raisons méthodologiques, de population, aussi peut-être dans la façon dont le programme a été guidé, qui pourraient l'expliquer. Je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais pour ceux qui seraient intéressés, quand le rapport sera rendu public sur les résultats du jeu, il y aura toutes ces informations-là. Mhm. Donc des évolutions pardon, positives suite au jeu. Donc après programme, on a vu des évolutions et qui ont été scientifiquement validées. On a vu une augmentation du scepticisme. Donc après avoir reçu le programme Town, les jeunes se disent plus sceptiques envers les marques d'alcool, dans le fait que les marques d'alcool sont là pour les influencer. Donc ils exercent un esprit critique plus grand envers la publicité, envers les stratégies. On a vu ce scepticisme uniquement envers les marques d'alcool, pas vers les revendeurs de cannabis. Donc ça, c'est à questionner peut-être davantage. Qu'est-ce qui fait que on a aussi vu une augmentation des intentions à réduire les risques liés à la consommation d'alcool. Donc après le programme, les jeunes se disaient euh, qu'il serait plus probable qu'ils mettent en place des stratégies de réduction des risques. Donc on était assez content de ce résultat. Donc c'est que le jeu les a influencés positivement sur cette question-là. En tout cas, le programme. Et dans les C2, on a vu une augmentation des connaissances sur l'alcool et une modification des attitudes, donc c'est-à-dire le rapport qu'ils ont envers l'ivresse et le cannabis est devenu un peu plus négatif, donc c'est-à-dire qu'ils trouvent ça moins fun, Bon, cool. moins cool, plus dangereux, plus nocif, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les attitudes. Donc, et on sait que les attitudes va déterminer ou pas à quel point je m'approche des produits, parce que si je trouve ça super cool, pas dangereux, que ça peut m'aider, etc., bah, il y a des chances que je consomme davantage. Donc voilà, ça c'est des effets vraiment positifs. Bah, toujours pareil, hein, sur un échantillon de 200 jeunes et l'autre 300 jeunes. Donc il faut remettre dans le contexte ces résultats d'une étude. Mais voilà, on a des données probantes actuelles et dès le début du programme, ce qui est ça assez, assez chouette. Bah, on est arrivé à la fin des informations qu'on voulait vous transmettre et vous présenter aujourd'hui. Ouais, moi alors c'est contextuel, mais je trouve que c'est important. Je voulais rappeler que c'est un projet qu'on a du coup coporté avec la Fédération Léo Lagrange. Je voulais remercier aussi parce que bah, sans eux, on n'aurait pas forcément eu accès à autant de jeunes et aux professionnels travaille avec eux. Je te remercie, Tristan, et tout le laboratoire avec Isabelle Levarescon pour le soutien et parce que on sait que c'est pas facile en recherche d'intervenir sur un projet qui se déroule et que ça met des contraintes. Remercier Gamabilis aussi qui a conçu le jeu et c'est pas une mince affaire Mhm. parce que on a beaucoup d'exigences liées à la recherche, liées à la prévention, liées aux effets.
Et c'est pas toujours une route facile et ils ont beaucoup contribué au projet. Et puis je termine et je trouve que c'est normal parce qu'elle est pas là avec nous aujourd'hui. On en a parlé très très vite, mais par remercier Estella Fleureau qui a porté le projet à bout de bras pendant 3 ans et qui est aussi responsable d'une grande partie du succès. Aujourd'hui, on veut que le projet se diffuse et donc qu'on continue finalement les aspects recherche dont tu as parlé, qu'on le teste peut-être auprès d'autres jeunes et Mhm. peut-être jeunes un peu plus jeunes, comme tu as dit tout à l'heure, et puis qu'on puisse le déployer et on espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé via ce webinaire et que vous aurez envie déjà d'y jouer et puis de le déployer et de l'utiliser comme un outil complémentaire et différent pour parler notamment d'alcool et de cannabis. Et donc, comme tu l'as dit, maintenant que j'ai fait ces remerciements, je pense que on a une petite vingtaine de minutes dédiées pour vos questions, pour aussi entendre vos remarques et puis répondre si vous avez besoin, peut-être donner des Mhm. compléments, aller un petit peu plus loin sur des aspects où on serait passé trop vite, ou peut-être entendre des témoignages aussi, je sais pas, À vous de jouer. Un chat peut-être là où tu peux. dans le doc. Alors, donc on les prend dans l'ordre. Donc, je lis la première. Bonjour, est-ce que tous les jeunes d'un même groupe jouent dans la même partie, sont Hmm. dans des teams différentes au sein de la même ville? Ok, alors c'est une très bonne question parce que, comme vous, certains jeunes, quand on a proposé le jeu vidéo, nous ont demandé s'ils étaient tous reliés là et qu'ils jouaient l'un contre l'autre. Alors non, en fait, c'est un jeu individuel. Chaque jeune joue sa partie et il n'y a pas de lien entre les deux. Initialement, on avait pensé faire quelque chose comme cela, mais c'est un vrai défi technique en fait de pouvoir connecter des jeunes sur une même partie et qui se fassent concurrence. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est pas le choix stratégique qui a été fait. Donc non, là, chaque jeune joue sa partie et puis peut rejouer. Donc en fait, ils sont un peu individuels, quoi. Deuxième question, comment peut-on bénéficier de ce programme? Alors, tu veux que je réponde? Ouais. Donc, il y a plusieurs façons. Si c'est le jeu, donc on l'a mis en ligne. Donc, le jeu est disponible sur les plateformes, comme je disais, euh, App Store et Play Store. Donc, selon si on est sur Android ou Apple. On a mis en ligne et on est en train de mettre à jour un site internet qui vous permet aussi d'y jouer et puis d'avoir aussi un explicatif du programme. Et sinon, l'idée, c'est de nous contacter au CRIPS Île-de-France si vous voulez avoir accès à la formation pour des équipes qui après vont déployer le jeu et les séances avec les jeunes accompagnés. N'hésitez pas à nous contacter puisque nous, c'est ce qu'on fait et on vise à le faire là sur toute l'année 2025. Et si on peut, on continuera après. Et c'est évidemment pas réservé à l'Île-de-France. C'était un des grands enjeux du projet. Si les résultats, et là, même si les résultats complets seront publiés dans quelques mois, on sait déjà qu'on a des résultats positifs et qu'on peut le diffuser. Donc, l'idée, c'est maintenant d'essaimer et voilà, de nous contacter si vous souhaitez le mettre en place. Est-ce qu'il y a des prérequis pour mettre en place ce programme? Y a-t-il une formation spécifique à réaliser pour le mettre en place? Et je prends une autre question un peu en lien. Existe-t-il un guide pour nous aider à le mettre en place? Alors peut-être je vais répondre sur les prérequis. Oui, vas-y. Alors pas de. Alors le prérequis ça pourrait être d'être formé. On va vous parler de la formation juste après et d'avoir tout le matériel, le guide, oui. Et peut-être du côté des jeunes, c'est s'assurer qu'ils aient un smartphone pour télécharger le jeu ou accès à un ordinateur pour pouvoir jouer. S'assurer qu'ils aient 2 heures, 2 fois 2 heures à mettre en place. Avec dans l'étude, on avait 2 semaines d'intervalle entre les séances. Maintenant, ça pourrait être une semaine. En réalité, le tout, c'est que ça soit pas trop éloigné. Sinon, on perd sûrement l'effet du jeu puisqu'on les invite à jouer tout en à réfléchir à leur environnement, à essayer de voir ils voient des publicités entre les deux séances dans leur vie quotidienne, sur les réseaux ou dans la rue, etc. Donc voilà, il faut quand même il y ait un temps pas trop long entre les deux séances.
Bon, après, ben, je sais pas de quoi projeter des images pendant la séance. Voilà, un espace suffisamment grand pour un groupe de jeunes. J'ai vu qu'il y avait une question sur combien de jeunes. Voilà, un espace suffisamment grand pour accueillir une 10, 15, jusqu'à peut-être 20 jeunes en fonction du nombre d'intervenants en même Oui, temps. c'était la question. Les ateliers qui accompagnent le jeu vidéo sont pour combien de jeunes et comment se déroule l'animation? Donc voilà, effectivement, 10-15 jeunes, on peut monter à un peu plus hein, si besoin. La séance est une séance assez classique de prévention d'animation autour des drogues et autour des consommations, avec effectivement un discours un peu plus ciblé sur l'alcool et sur le cannabis et sur les stratégies. Et puis, l'idée, c'est de leur donner envie de jouer au jeu, donc de leur présenter le jeu et de les initier à son fonctionnement pour qu'ils puissent jouer après entre les deux séances. Et la deuxième séance, ça va nous permettre aussi de faire un bilan, de reprendre sur les expériences de jeu et donc, il existe effectivement un guide et une aide pour le mettre en place. Il existe des formations. Donc, on peut venir faire auprès d'une équipe qui veut le mettre en place. Et après, un certain nombre de conseils et un process un peu, bon, qui est volontairement un peu libre, mais en tout cas qu'on peut suivre pour mettre en place une animation. Donc, toutes les choses, on va les mettre à jour petit à petit et en même temps que la publication des résultats et la mise à disposition du jeu. Vous avez accès auprès de nous, auprès du CRIPS, et notamment sur le site internet dédié que j'ai réaffiché, la possibilité de, euh, de mettre en place ce programme-là et d'y avoir accès pour les équipes. Donc Euh, concrètement, quelqu'un demande comment on fait, ben, il faut s'adresser, j'imagine, Il faut s'adresser à nous, ouais, au au CRIPS. CRIPS, c'est le plus simple. Faut savoir que vous avez accès à ces formations gratuitement. Ça fait partie du financement, on a prévu ces choses-là. Donc du coup, n'hésitez pas. On sait que parfois ça peut être un frein pour des équipes de dire, bah oui, mais si la formation nous coûte un peu cher, on pourra pas le faire. Pour l'instant, on a un financement et on peut en faire un certain nombre pour déployer. Donc peu importe où vous êtes en France. Et puis, si au cours de l'année 2025, on a beaucoup de demandes et puis qu'on arrive au bout, nous, on essaiera d'aller chercher d'autres financements et puis de faire en sorte qu'on puisse continuer à le déployer. Voilà, si ça pouvait être un frein, n'hésitez pas. Nous, on vous forme avec plaisir. On n'a pas fait tout ce travail justement pour que ça soit pas connu, mais au contraire pour le diffuser. Surtout qu'on a des résultats plutôt, comme tu disais, probants. On continue avec les Ouais, questions? les ateliers, et comment se déroule l'animation concrètement? Alors, bah, je vais dire deux mots, mais Jean-Baptiste l'a dit, donc on propose aux jeunes, on commence l'atelier par expliquer comment ça va se dérouler, etc. On propose aux jeunes de télécharger le jeu, de faire une partie ensemble, donc on médiatise un peu les choses. On leur propose d'y jouer entre les deux séances, et ces séances vont être du coup complétées par de l'analyse et des débats autour de publicité, que ce soit des posts Instagram, que ce soit des vidéos ou des publicités qu'on peut voir dans la rue, dans le métro, sur des canettes de bière, etc. Et d'analyser en fait quels sont les mécanismes derrière. Par exemple, à ce moment-là, à qui s'adresse la publicité? Est-ce que c'est à des filles, des garçons? Est-ce qu'il y a des stéréotypes et des leviers, entre guillemets, de communication utilisés? Et donc voilà, on déconstruit un peu la mécanique marketing pour que les jeunes, voilà, la découvrent, en prennent conscience et puissent ensuite utiliser une forme d'esprit critique. On explique, d'après vous, qu'est-ce que ça fait de recevoir un petit pochon d'herbe avec Luffy du manga One Piece détourné, est-ce que ça rend ce produit plus attractif ou pas? Voilà. Donc il y a toute cette question autour de la médiatisation et l'utilisation de supports. Et pas oublier que un des deux, enfin le deuxième effet tout à fait volontaire du jeu, c'est que les éducateurs ou les personnes en tout cas qui vont pouvoir faire les séances avec les jeunes, les professionnels qui vont pouvoir faire les séances avec les jeunes, peuvent jouer au jeu. On les encourage même vivement à y jouer. Et le but, c'est aussi de leur donner des billes, quelques informations et un lien. Donc c'est pour ça qu'on a un site internet dédié et puis l'accès à des informations pour pouvoir parler plus aisément du sujet. Et le média jeu, ça évite d'arriver avec ses gros sabots en disant, bah tiens, j'ai vu que tu consommais du cannabis ou de l'alcool, comment on pourrait en parler? Et plutôt de dire, proposer
de jouer au jeu et de mettre en place la séance, c'est aussi une façon pour aider les professionnels qu'on va former et sensibiliser à traiter la question. Donc il y a aussi tout ce ressort qui est important et ça s'arrête pas à une session de jeu et deux séances, comme on vous disait. Je vois quelqu'un qui nous interroge bah, du coup sur les plus jeunes. Donc pour les 15-18 ans, est-ce que c'est adapté à cette tranche d'âge? Alors on a un peu évoqué le sujet, mais si Ouais, tu je veux, peux on peut peut-être un peu approfondir. compléter. Alors, plusieurs raisons. Alors déjà, pourquoi on n'a pas visé cette tranche d'âge? Parce que déjà, l'expérimentation commence à peu près à 15 ans et l'entrée dans les consommations plus, même 15-17 ans d'ailleurs. Donc déjà, pour cibler des gens qui commençaient potentiellement à être la cible du marketing et la cible des revendeurs, bah, c'est déjà un âge plus avancé. Ensuite, il y avait des questions pratiques. Mener des études sur des mineurs, c'est très compliqué puisqu'il nous faut des consentements parentaux, etc. Et donc, ça devient tout de suite un défi plus grand. Donc, on a fait le choix hein, de mener cette expérimentation sur des 18-25. Et ensuite aussi, pourquoi? Parce que l'outil vidéoludique est un jeu de stratégie. Et on sait que les jeux de stratégie sont quand même destinés à des personnes un peu plus âgées, pas des jeunes ados. En tout cas, c'est moins leur trip, c'est moins leur délire. Et donc, pour toutes ces raisons, le jeu est à destination des 18-25. Maintenant, est-ce qu'il est adapté pour cette tranche d'âge des 15-18? Ben, c'est à réfléchir. Est-ce que oui ou non? Il y a toujours cette question, la grande question qu'on avait au départ quand même, c'était est-ce qu'on n'allait pas inciter avec ce jeu? Et donc l'étude avait aussi pour but de s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet iatrogène. On voit qu'il n'y a pas d'augmentation des intentions à consommer après avoir reçu le programme. Donc ça veut bien dire que ça ne pousse pas les jeunes à imaginer qu'ils vont consommer dans les mois à venir. Maintenant, est-ce que si on le menait chez les 10-15-18, on ne retrouverait pas ça? Est-ce qu'ils ne se mettraient pas plus à expérimenter? On ne sait pas. Donc, ça nécessiterait de le tester et de On a mener une autre étude. On a plutôt des bons indicateurs et on estime que, a priori, ça serait adapté. En tout cas, dans le langage, dans la mécanique de Ça, oui. jeu, dans les supports. Pour les effets, bah, c'est pour ça on a aussi cette ambition de continuer sur 2025 et au-delà l'expérimentation et notamment avec ces publics et en menant une étude complémentaire. Puisque au départ, on avait ciblé que les jeunes en insertion, on a ajouté les apprentis en cours d'études. Donc c'est ce que tu as présenté tout à l'heure. Et là, ça nous permettrait de consolider encore un peu plus et peut-être d'adapter s'il y a besoin certains On a un public plus discours. collégien et voir. Voilà. Ouais, ouais, Ou en tout cas au moins lycéens ouais, ouais. et voir après pour des plus jeunes. Donc on en est là, c'est de la recherche vivante. Donc du coup, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on va dans cette direction. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, peut-on avoir un lien direct vers le jeu et est-ce que le déploiement est payant? Alors non, le déploiement n'est pas payant, hein. Le jeu est disponible gratuitement sur les App Store, donc vraiment sur téléphone mobile, c'est son usage premier et sa vocation première. Et puis, donc normalement, c'est affiché, mais on a mis en ligne un site alors qui est en cours de finalisation, mais qui est globalement assez conçu. On le voit bien à l'écran. J'espère. C'est bon. Donc l'adresse, c'est Purple Town, donc comme le nom du jeu, point lecrips, LECRIPS-IDF Île-de-France, puisqu'on est lecrips-Île-de-France.net. Et quand vous arrivez sur ce site, vous avez donc accès effectivement à la présentation du jeu, à ce à quoi il représente, il correspond, pardon. Et si vous allez tout en haut, vous avez l'onglet Jouez-y. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, donc avec le jeu qui se charge et qui démarre. Et donc vous pouvez y jouer comme ça, et c'est aussi une façon d'y jouer de manière un peu plus collective si vous vous présentez Hum, hum. en classe ou en groupe De le projeter à l'écran ou et de de le faire une projeter à première l'écran. partie avec Voilà, les jeunes. un peu comme on a fait tout à l'heure. Et puis alors Et du coup, sur l'onglet voilà déployer le projet, vous avez accès avec la présentation des formations qui sont financées et les liens pour vous inscrire. Si tu ouais. peux revenir sur la page des questions. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et comme on a dit, c'est gratuit. En tout cas, pour l'instant, c'est gratuit parce que c'est financé. Voilà. Est-ce que ce sont des sessions de formation ouvertes à tous et toutes ou est-ce qu'on se déplace dans les structures car c'est une structure qui nous dit que ils sont seulement deux maximum dans notre structure à pouvoir le déployer. Alors on se déplace
dans les structures, où vous soyez en France. C'est prévu dans le projet et dans cette phase dans laquelle on est désormais de déploiement et ce qu'on appelle d'essaimage. Donc, au-delà des structures qui ont expérimenté le projet, contribué à la recherche, contribué aux tests premiers ou aux tests finaux, maintenant, on est dans des structures où on n'a rien fait pour l'instant. Et donc, il y a des formations possibles, on se déplace. Et puis, si c'est une structure où il y a peu de personnes, ben, on peut faire aussi un travail un peu préalable pour essayer de combiner quelques équipes de plusieurs structures qui sont un peu dans le même coin, et puis faire une formation conjointe. Ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Voilà, j'espère que j'ai suffisamment répondu à la question. J'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. Moi non Mais plus. voilà, c'est globalement ça l'idée. Est-ce qu'on déposera notre programme, pardon, pour qu'il soit inscrit au Oui. catalogue des programmes probants de Santé publique France? Alors, merci pour cette question. Oui, oui, oui. Surtout, j'ai participé là au dépôt d'un autre programme de prévention dans ce catalogue récemment. Donc, je vois très bien de quoi vous parlez. Merci pour cette question. C'est prévu, je Ouais. pense, hein. Le CRIPS a cette volonté et moi aussi. Juste, je pense qu'on va attendre la publication, des publications scientifiques dans des revues spécialisées pour pouvoir voilà, soutenir que les données de recherche ont été expertisées par des pairs et que si effectivement nos articles sont acceptés, on a entre guillemets cette crédibilité d'avoir des publications publiques et disponibles en plus du, du rapport de recherche. Donc oui, ça viendra voilà, dans les mois à Ouais, venir. on va dire plutôt fin 2025, je Ouais, pense, le plutôt. temps, Parce qu'en plus, puisque ça dépend pas de nous, voilà, ça dépend pas de la nous. publication. On a cette volonté effectivement de finir déjà la présentation des résultats. Et donc, si vous allez sur le site internet, c'est pas encore, vous n'avez pas encore un lien vers l'étude d'impact et tous les résultats qu'on vous a présentés, on va dire, ce matin. Mais on va mettre à jour et en ligne les choses progressivement jusqu'à cet été, en gros. En parallèle, comme tu le disais, effectivement, on propose à la publication dans des revues scientifiques. Et puis après, effectivement, auprès de Santé publique France, puisqu'on a ces données, et certainement en congrès aussi. Mais Mm. voilà, ça, on vous tiendra informé, notamment via le site dédié qui sert à ça, des différentes avancées. Et puis, s'il y a une suite aussi, évidemment, qu'on espère fortement. Merci pour cette question, en tout cas, parce que c'est vrai que c'était un gros enjeu pour nous et c'est important. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions, en tout cas Au liées au jeu. jeu. On avait une question, effectivement, je l'ai évoqué très très vite tout à l'heure. On a une question, vous parliez d'un jeu vidéo déjà créé aussi pour la prévention de la santé sexuelle. Pouvez-vous redonner le nom? Donc, je crois que ma collègue Emma a publié le lien dans le chat, a répondu à la question et a mis un lien. C'est un jeu qui s'appelle Summertime, l'été des choix. Donc, il y a un jeu de prévention, effectivement, qu'on avait fait déjà avec Gamabilis. C'était notre premier partenariat. Et, euh, et qui est un jeu narratif. Donc, ce qu'on appelle un jeu narratif, c'est un jeu où on va suivre une histoire et juste faire des choix en swipant un peu sur le mode des swipes dans Tinder, pour les gens qui connaissent. On swipe à gauche ou à droite de l'écran pour prendre des décisions et suivre une histoire qui se déroule, où l'idée, c'est d'être si je fais très simplement, c'est d'être un bon dragueur ou une bonne dragueuse, mais sans prendre de risques, globalement. Donc voilà, c'est un jeu qui est beaucoup moins abouti que Purple Town dans sa conception et puis qui n'est pas soutenu par une recherche comme on a fait là. Mais dont on est assez fier malgré tout et que vous pouvez normalement toujours trouver sur les stores. Donc c'est un jeu exclusivement mobile lui aussi qui s'appelle donc Summertime, tout attaché, l'été des choix. Puisque, en fait, quand vous tapez Summertime, vous avez plein d'applis qui sont proposées, qui sont plutôt des applis soit payantes, soit avec des pubs à l'intérieur. Donc, méfiez-vous de ces applis-là. Mais nous, c'est Summertime, l'été des choix, avec un symbole soleil. Voilà. Et qui était notre première expérimentation réelle et concrète dans les jeux vidéo sur application. Enfin, via application. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. J'espère qu'on n'en a pas loupé et en même temps, on est plutôt bon au niveau du timing. Il est Mm. 11h58 et on s'était engagé à terminer à midi. Donc, on souhaite vous remercier. Je reviens du coup une dernière fois sur
la présentation qu'on vous avait préparée. Et dire que peut-être cette vidéo, enfin ce séminaire, ce webinaire sera accessible euh, sur les réseaux et sur YouTube. Ouais, tout à fait. Le webinaire sera accessible en replay sur les réseaux, donc n'hésitez pas à le partager. Et donc, je vous affiche la dernière page, puisque c'est important pour nous. On fait tout ça pour que vous puissiez en avoir connaissance. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, le CRIPS Île-de-France, pardon, sur les différents réseaux où on est présent. Notamment, on a un Facebook, un LinkedIn et un YouTube qui est plutôt destiné et un X Twitter. Moi, j'ai tendance à dire plutôt Twitter, mais bon, les deux appellations sont valables, on va dire. Plutôt destiné aux professionnels. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et on a un Instagram et un TikTok très vivant. Je vous invite à aller découvrir aussi, qui est à la fois pour les professionnels, mais aussi beaucoup pour les jeunes, donc avec des messages qu'on diffuse via ces plateformes. Donc, si vous voulez suivre l'actualité du CRIPS, bah, n'hésitez pas à aller voir, notamment sur LinkedIn. Si vous voulez des supports de prévention, TikTok et Instagram, ça marche très très bien. Et puis YouTube, bien sûr, évidemment, pour toutes les vidéos. On est dans un programme de webinaire, donc celui-ci est le premier de l'année 2025. Et on vous encourage à suivre les suivants. Le prochain aura lieu en mars. Donc, il n'y en aura pas en février, mais il y en aura un dès le mois de mars. Donc, bah, inscrivez-vous, rejoignez-nous, comme on dit souvent sur le web. Et puis, bah, on espère que ça vous a plu. On vous remercie d'avoir suivi ce matin. On remercie les personnes qui regardent ça en replay. Et puis, je sais pas si tu as un mot de la fin, Tristan. Merci, merci à tous pour votre présence. Puis à bientôt. À bientôt.